On a un plateau prestigieux. Donc, merci à la mairie de Vendargues et à son maire. Merci à l'équipe municipale. Guy, merci d'avoir organisé ce débat pour les 80 ans de droit de vote des femmes. On verra que ça a été compliqué. On verra aussi, si vous le voulez bien, où on en est et quelles ont été les conquêtes finalement des femmes en politique, professionnellement ou sociétalement, bien sûr. Donc, pour cela, nous avons un plateau intéressant et prestigieux. Clara Hart, qui est vice-présidente à la métropole en charge des relations internationales et du rayonnement, qui a fait des études de géopolitique et relations internationales, avec une carrière dans la traduction brillante d'ailleurs. On a perdu une très bonne interprète simultanée, mais bon, on a gagné une bonne élue. Danielle Aben, présidente de la Société des membres de la Légion d'honneur, présidente d'honneur, et on verra que vous avez eu également des fonctions élevées dans des collectivités locales, et c'est dire à quel point vous allez nous décrire ce gain de place et d'influence des femmes par l'intérieur. Hélène Mandroux, maire honoraire de Montpellier, vous avez été maire de 2004 à 2014 et on verra tout à l'heure votre carrière professionnelle de médecin généraliste, urgentiste, en anesthésie, réanimation. Et on verra justement quel est le regard que peut porter une femme sur ce type de métier, puis ensuite sur le rôle politique que vous avez joué avec les avancées qui ont pu être apportées. Geneviève Tapier est remplacée qui est présidente et fondatrice de l'Observatoire de la parité en Occitanie et a été empêchée. Et c'est Pilar Chalessin qui est là et on est ravis que vous soyez là. Et Pilar, vous avez vous-même, vous êtes infirmière et vous avez eu 5 mandats, occupé 5 mandats d'élus, dont 3 de maire. C'est dire que aussi de 2001 à 2020. Enfin, Laetitia Leroy, qui est avocate de Vendargues, pénaliste, et vous travaillez également sur les dommages. Et c'est pareil, vous allez nous dire dans ce milieu si les robes ont suffi à apporter le féminisme au bon niveau. Isabelle Henry, vous êtes ingénieure en commercial et vous êtes vous-même dirigeante d'un centre de formation, entrepreneur dans le milieu du spectacle, et c'est aussi un milieu complexe et masculin. Donc, le droit des femmes, on le verra tout à l'heure, ça a été un parcours du combattant quand même, avec des figures emblématiques dans notre région qui ont joué un rôle important. Et puis, quelques femmes aussi au niveau national qui se sont battues pendant des années. Donc, il faut dire qu'il y a des pays, ici, c'est pour la France, c'est 21 avril 1944, c'est l'article 17 de l'ordonnance qui organise les pouvoirs publics en France après la libération et dit directement que les femmes sont électrices et éligibles. Donc, ça s'est fait simultanément. Dans un certain nombre de pays, ça s'est fait avec un décalage. Elles ont été d'abord électrices et puis ensuite éligibles. Ensuite, on parlera de parité, c'est encore un autre débat. Il faut préciser que certains pays ont été très en avance. On a un package en 1900. Alors, le champion, c'est la Nouvelle-Zélande. Les femmes ont pu voter en 1893 et elles ont pu être éligibles dès 1919. C'est quand même exceptionnel, hein. En 1919, on a eu finalement un certain nombre de pays qui ont donné accès aux élections aux femmes, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne et les USA. Les USA en tant que pays. Il y avait quelques États auparavant, mais du coup, au niveau fédéral.
Et on a encore quelques lanternes rouges, hein, bien sûr, avec, par exemple, si on prend l'Arabie Saoudite, le 2011, le vote des femmes a été voté et il est effectif depuis 2015, simplement. Donc, on voit bien que c'est un combat quand même qui reste vivace. Alors, au niveau de la France, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'au début, je remercie Camille qui est historienne et qui a sorti quelques éléments. Le suffrage, on pouvait voter si on était censitaire, c'est-à-dire si on avait payé l'impôt. Il y avait une connexion entre les deux. Et donc ça veut dire que uniquement d'abord les gens un peu riches, et puis ensuite les femmes, ça n'était pas en même temps. Et puis, avec la Seconde République, on a avancé. Et puis, Troisième République, le vote devient universel. Et le 21 avril 1944, c'est De Gaulle qui, finalement, fait voter le vote des femmes. Donc, on voit que pendant longtemps, ce vote des femmes a été lié, le vote tout court d'ailleurs, a été lié au fait de payer l'impôt, c'est-à-dire de contribuer aux deniers de l'État, et du coup les classes populaires ne pouvaient pas voter. Et d'ailleurs, bien que le suffrage ait été instauré pour les hommes en 1817, ne votent que 100 000 personnes, et en 1946, 246 000 personnes. C'est dire que c'était un écrêtage extrêmement important du fait des revenus. C'est extrêmement étonnant. L'Allemagne a fait pareil. Censitaire aussi, il fallait voter, il fallait payer pour être imposable pour voter. Donc des paramètres un peu curieux quand même. Et je voudrais déjà faire réagir nos intervenantes. Donc je voudrais demander à Hélène Mandrou, le droit des femmes, le vote lié au pouvoir économique. Alors, dans le micro, si tu veux bien, Hélène, tu as le micro devant toi. Il faut pousser le bouton vers le haut. Voilà. Oui, non, mais tu sais, je pense que le pouvoir économique et le pouvoir politique, c'est pas lié qu'aux femmes, c'est aussi lié aux hommes. Excuse-moi. Tout à fait. Tout à fait. Je corrige là. Tout à fait. C'était pour les deux, bien sûr. C'est pour les deux. Ouais, c'est pas que pour les femmes. Non, mais bien sûr. Mais pour les femmes, ça a été encore plus déstabilisant. Il faut dire que pendant très longtemps, les femmes n'avaient même pas l'autorité parentale. Exactement. Alors, déjà, les femmes n'avaient pas l'autorité parentale. Je ne sais pas si tu vois. Elles étaient sous l'autorité du mari. Bon, heureusement que... Ce qui est malheureux, c'est qu'en fait, les femmes sont sorties, c'est parce qu'il y a eu la guerre. Oui. C'est parce qu'il y a eu Absolument. La guerre. Voilà. Les hommes sont partis à la guerre. Du coup, les femmes se sont retrouvées seules. Et ce sont les femmes qui, bien évidemment, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait marcher la boutique. Absolument. Et voilà. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on s'est aperçu que les femmes à l'intérieur de la maison, c'était pas... Voilà, et qu'elles avaient aussi le droit de sortir, le droit de s'exprimer, le droit de voter. Et voilà. On a vu qu'elles pouvaient avoir un métier, faire tourner une entreprise, etc. Moi, personnellement, tout le monde sait que je suis médecin. Hein. Je veux dire, moi, la seule différence pour moi qui existe entre un homme et une femme, excusez-moi, messieurs, c'est votre force physique. Physiquement, vous êtes plus grand. Physiquement, vous êtes plus costaud. Physiquement, vous allez soulever des poids que moi, je ne peux pas soulever. Mais enlever la force physique, nous sommes identiques. Je veux dire, nous sommes les mêmes. Ça, c'est rassurant. Nous avons les mêmes capacités intellectuelles. Nos cerveaux fonctionnent de la même façon. Donc, je veux dire, c'est arriver à comprendre que pour moi, l'égalité, c'est un mot qui, pour moi, est prioritaire. L'égalité. Égalité. Absolument. Et le respect. Respect de l'homme, respect de la femme, respect de la personne âgée, respect de l'enfant, respect de l'autre dans sa différence. C'est ça, la priorité. Et à partir du moment où on comprend que nous sommes égaux, eh bien, on avance. Mais voilà, personne n'a un poids sur l'autre. Personne n'a l'autorité sur l'autre. Bien sûr. Ceci dit, sociétalement, les femmes ont eu le droit d'avoir un chéquier très tard. Oui, mais très tard. Oui, donc, j'ai noté une phrase. Alors ça, vous allez voir, c'est
Est-ce que vous vous rappelez la première femme qui s'est présentée à la présidence de la République? Alors, je vais vous dire qui c'était. C'était en 1974, Arlette Laguillet. Ouais. Et alors, je vais vous lire une phrase qu'elle avait sortie. Eh bien, oui, je suis une femme et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette République d'hommes. C'est légal et pourtant cela choque. Cela paraît étrange, même aux hommes de gauche. Cela doit l'être puisque je suis la seule. Exact. Donc, ça dit tout. On ne peut pas dire que c'était quelqu'un d'endormi ni de non militant. Et pourtant, ça a beaucoup étonné qu'elle puisse se présenter. Alors, pour mémoire, ceux qui ne le sauraient pas, l'échiquier, c'est 1965 quand même. Hein. C'est pas si vieux que ça. Hein. Donc, si on dit ça aux jeunes générations, c'est hallucinant. Alors, dans les femmes qui ont beaucoup milité justement pour cette égalité, Olympe de Gouges, très tôt, qui a fait cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne dès 1791. Ensuite, on a eu, bien sûr, François Giroud, Gisèle Halimi, toutes ces femmes qui se sont battues pour obtenir des droits égaux, une considération égale. Est-ce que actuellement, Clara Hart, c'est acquis, cette égalité dans le micro, s'il te plaît? À ton avis, est-ce que c'est acquis? Il faut. Oui. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup, Monsieur le maire, cher Guy, d'avoir organisé cet événement. Et puis, bravo pour l'exposition aussi, qui est excellente. Question difficile, très difficile, parce que je pense qu'aujourd'hui, on voit les suffragettes, on voit toutes ces personnalités autour de nous qui avaient un courage extraordinaire, qui ont porté ça avec conviction, avec beaucoup de force aussi. Je pense qu'aujourd'hui, je vais me permettre un mot anglais, mainstream. Je pense que cette lutte est devenue plus mainstream, plus intégrée dans la société. Ça avance. Je parlerai un petit peu de l'Europe après, mais je pense que les choses avancent et j'ai envie de penser qu'on le porte tous, toutes et tous. Et j'ai commencé avec tous, messieurs, parce que nous savons très bien que tout ça ne peut fonctionner que si nous le portons communément. On ne peut pas y arriver tout seul, en se coupant de 50% de la population. Donc, j'ai envie de dire que la lutte continue, certes, mais la lutte est portée par toutes et tous. Et là où peut-être je mettrai un petit focus, c'est sur la jeunesse. Ce sont les jeunes aujourd'hui qui peuvent aussi tomber dans des travers liés à la religion ou d'autres aspects de la vie plus traditionnelle. Et je pense qu'il faudrait que nous travaillions à côté de nos jeunes, à travers nos écoles, avec nos instituteurs, nos institutrices, pour que dès le plus jeune âge, les jeunes filles soient convaincues, absolument convaincues, comme tu l'as si bien dit, qu'elles peuvent faire absolument tout ce que font les hommes et qu'il n'y a pas de métier genré, comme on dit, et que tout est possible et que, en anglais, on dit « the sky is the limit », que vraiment, qu'elles doivent aller le plus haut possible et atteindre leurs rêves. Donc ça, je dirais, la jeunesse, mettre cette lutte dans notre jeunesse. Alors, on sait que les jeunes filles, même quand elles ont d'excellents résultats, il y a une autocensure dans les choix des métiers. Et je vais demander justement à Isabelle Henry, qui est ingénieure en commercial, si elle a eu des soucis dans les études déjà, en disant comment choisir. Il y a peu d'ingénieurs scientifiques. Il y a peu d'ingénieurs dans le domaine scientifique, encore maintenant, dans certains métiers. Mais est-ce que vous avez ressenti dans votre formation et ensuite dans votre vie de chef d'entreprise un regard lié à votre sexe? Alors, sur le parcours scolaire, j'ai envie de dire non, parce que j'étais en plein boom, c'était l'école de commerce, etc., les années tapis de l'époque où hommes et femmes étaient bienvenus. Par contre, j'ai eu le droit, et je vais vous raconter une anecdote,
Après un parcours, un poste de direction commerciale, quand je me suis orientée dans la formation, j'ai démarré en tant que formatrice et je me souviendrai toujours me tenir debout pour un poste de formatrice en technique de vente face à un homme qui, à l'époque, avait déjà 50 ans, donc peut-être même qu'il n'est plus là aujourd'hui, et qui, en fait, m'a regardé comme ça. J'étais debout tout l'entretien et il m'a dit « J'ai quand même un problème avec vous ». Alors, on ne se connaissait pas, mais bon, peut-être que je l'avais connu dans une autre vie, je ne savais pas. Et en fait, il m'a dit est-ce qu'une femme, vous pensez que ça peut vendre? Est-ce qu'une femme, ça sait vendre? Parce que mes étudiants, je ne suis pas sûre qu'ils puissent quand même adhérer à un discours de bonne femme. J'avais 35 ans, je l'ai regardé. Je vous avoue que je n'avais pas le sens de la répartie actuelle, sinon je pense qu'il aurait passé avec délicatesse, sang-froid et sarcasme de belles minutes. Et en fait, je lui ai dit, écoutez, je vais vous lever le doute. Par contre, là où moi je suis sûre, c'est qu'on ne va pas travailler ensemble. Quelques années après, j'avais entraîné mes élèves au Négocial, qui est un concours de négociation commerciale, et j'ai eu la grande victoire d'avoir tous mes élèves en finale. Donc, en fait, oui, ça fait partie des choses qu'on peut s'entendre dire, un peu moins. Et en même temps, Hélène Mandrou, qui est anesthésiste réanimateur, j'ai ma fille qui est en médecine, qui est anesthésiste réanimateur. Et à chaque fois que je dis ma fille fait médecine, on me dit « Ah ouais, elle est infirmière ». C'est classique, hein, bien sûr. Alors, on sait qu'il n'y a aucune raison d'avoir des métiers genrés, bien entendu. Alors, est-ce que dans le domaine du droit, Laetitia Leroy, vous sentez cette différence de regard quand on a en pénal une avocate qui plaide? Oui, alors oui, c'est assez net. Alors moi, je l'ai senti déjà dès le départ, puisque de formation, moi, je n'étais pas destinée au dommage corporel et au pénal. Moi, j'ai un DEA de droit des affaires et un DESS de droit fiscal. Quand je suis sortie de l'école, donc après 8 années, j'ai 26 ans quand je rentre dans un cabinet parisien pour faire des fusions-acquisitions, des restructurations, introduction en bourse de société. Et je racontais cette anecdote tout à l'heure, puisque c'est quelque chose encore, ça fait 15 ans maintenant que je suis avocat, c'est quelque chose encore qui m'habite. Ma première, on appelait ça un closing, ma première réunion, donc j'avais préparé en tant qu'avocat collaboratrice, j'avais préparé tout le programme de restructuration du groupe, j'avais fait les audits, tout était prêt, et je me présentais en salle de signature, donc avec une très grande table, et que des hommes. Que les associés de la société, voilà, que des hommes. Et quand je suis rentrée dans cette salle avec le parapheur, la première chose que les hommes m'ont demandé, c'est un café. C'était forcément la secrétaire qui apportait les cafés. Ça, voilà. C'est totalement obligatoire. C'était forcément la secrétaire. Donc, voilà. Moi, j'ai passé ma vie professionnelle à être prise pour la secrétaire du PDG. Hein. Oui, voilà. Donc moi, ça a eu un certain impact parce que à l'issue, je dirais que j'ai pas su réagir correctement. J'ai essayé de me masculiniser un petit peu. J'ai coupé mes cheveux, j'ai fait brune. J'ai essayé de m'habiller un peu plus en homme. J'ai essayé d'être quelqu'un que j'étais pas, tout simplement. Et puis en fait, un jour, je me suis dit, mais en fait, je suis blonde, je suis jeune. J'aime les bagues, j'aime le vernis à ongles. Il est hors de question que j'essaye d'être quelqu'un d'autre pour en fait me faire respecter, me faire accepter. Alors en revanche, ce qui s'est passé, c'est que je suis redevenue celle que je suis, il n'y a pas de difficulté. Mais j'ai changé complètement de domaine d'activité. J'ai plus du tout exercé dans le droit fiscal, dans les affaires. Et aujourd'hui, dans la profession, on est une majorité de femmes. En pénal aussi. Alors, non, pas en pénal. Non, pas en pénal. Dans la profession de manière générale. Là où on va encore sentir une forme de machisme dans la profession, c'est quand on va se faire l'idée d'un avocat pénaliste, on va imaginer un homme, on va imaginer notre garde des Sceaux. Un homme avec une grosse voix. Un homme avec une grosse voix, voilà. Quand on va parler des femmes, on va considérer que c'est plutôt le domaine des affaires familiales. Voilà. On va les appeler même assez trivialement les JAFET. Oui. Voilà, les JAFET. Ou la chambre des mineurs ou des choses comme ça. Voilà, les mineurs, on va considérer que c'est plutôt féminin. Exactement. Voilà. Donc, ça perdure.
Donc ça perdure. Ça perdure, donc il y a encore à faire. On y reviendra tout à l'heure, hein, quand même. Je voudrais demander à Danielle Aben, qui a été directrice des services dans des collectivités. Danielle, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé comme ça de cette période des services quand on arrive en directeur des services? Oui. Moi, paradoxalement, je n'ai pas eu de problème pour intégrer la profession. Mais à l'époque, j'ai intégré la profession parce que j'ai fait partie des premiers concours de la fonction publique territoriale. J'étais la première des premiers concours de la fonction publique territoriale. Donc, je suis arrivée première de toute la série. Donc, j'ai été recrutée. Et je me suis retrouvée dans un milieu où il n'y avait que des hommes. Tous mes collègues cadres étaient des hommes, les femmes étaient des secrétaires, pas de souci. Et je n'avais que des élus hommes. Donc, et je me suis totalement intégrée là-dedans. Je n'ai pas eu de problème non plus d'autorité. Il faut dire que je tenais le service clé de la collectivité et que, bon, je dois avoir une... C'est-à-dire les finances les finances. Oui. Voilà. J'ai bien... Et donc, je n'ai pas eu de soucis là-dessus. Où les soucis ont commencé, donc j'étais très jeune quand même. Vous étiez toute jeune, donc j'étais très jeune. Même, il fallait avoir l'autorité. Mes filles étaient jeunes, vous allez voir, où c'est encore plus violent. Mes filles étaient des petites filles, j'avais 2 petites filles. Et quand j'ai voulu trouver d'autres postes, puisque quand même dans la fonction publique territoriale, on est recruté, même si on est fonctionnaire, une des premières questions qu'on m'a systématiquement posées, vous n'allez pas avoir d'autres enfants, vous avez 2 enfants, vous n'allez pas avoir un 3e, vous avez des projets là-dessus? Bien sûr que non, que je n'avais pas de projet. Et là aussi, c'était stupide de poser cette question, mais je vais vous raconter une petite anecdote. Donc là, alors c'était vraiment au tout début de ma carrière. J'étais directrice financière d'une grosse collectivité. J'avais 8 à 10 personnes, que des femmes. Et tous les ans, j'avais un congé de maternité. Et donc tous les ans, ça déstructurait complètement le service. C'était très compliqué à gérer. Donc... un jour, je vais voir le conseil municipal, l'équipe, le bureau municipal. J'ai dit, écoutez, s'il vous plaît, recrutez-moi un homme. J'ai dit, je veux un homme. Madame la même, pourquoi voulez-vous un homme? J'ai dit, regardez ce qui se passe. C'est complètement déséquilibré. Si je m'absente, il faut quand même une continuité, c'est important. Et donc, grande discussion, ça n'a pas été simple. Et puis un jour, on m'a dit, on accède à votre demande, nous allons recruter un homme, ce qui était absolument illégal. C'était illégal. Recruter un homme, ça ne se faisait pas, ça ne pouvait pas se faire. Bref, nous avons croisé les doigts, nous avons trouvé un bon candidat qui avait toutes les bénédictions. Il rentre. C'était mon adjoint, ça se passait très bien, un jeune homme compétent, bien formé par le professeur Abel, entre autres. Et voilà. Voilà, c'est le début d'une romance. Hein. Tout baigné, sauf qu'un jour, ce jeune homme arrive et il me dit « Ah, j'ai une bonne nouvelle, je vais avoir un enfant. » Ah, j'ai dit « Je suis contente pour toi parce qu'il y avait une situation familiale un peu compliquée. » Il me dit « Je suis heureuse pour toi, c'est bien. » Il me dit oui, voilà, donc ça se passe quelques semaines, et puis un jour il me dit, bon, j'ai quelque chose à te dire. Je dis quoi? Il me dit, ben voilà, je n'aurai qu'un enfant, je n'en aurai pas d'autre, je le sais, et donc je vais en profiter au maximum, et c'est moi qui prends le congé de paternité. C'est pour dire que, bon, homme-femme, je peux vous dire que je ne l'ai pas vraiment bien vécu, mais ça a été une leçon. Ça a été une leçon, voilà. C'est ça. Parce qu'en fait, quand on relativise, c'est pas très long. C'est juste une tension qui se crée parce que sur le moment, on se réorganise. Mais point.
c'est pas une tension, il faut avoir un état d'esprit. S'organiser. Il faut intégrer ça. Ouais. Il faut avoir un mode de fonctionnement qui intègre ce fait. Parce que quelques années après, moi, j'ai eu un très grave accident de voiture où j'ai été bloquée pendant des semaines. Ben, les filles, elles se sont débrouillées. Eh oui, Voilà. oui, oui. C'était aussi long qu'une maternité, peut-être, et voilà. avec un congé de maternité. C'est une très belle anecdote qui montre bien que bon, il faut relativiser les choses et s'organiser avec le fait que ce ne sont pas les messieurs qui font les enfants. C'est le grand scoop du jour. Alors, je voudrais demander à Pilar Chalessin, justement, que fait l'Observatoire de la parité? Alors, d'abord, dites-nous un peu quelle est l'activité de l'Observatoire pour les gens qui ne le connaîtraient pas, puisque c'est l'Observatoire de la parité en Occitanie. En Occitanie, exactement. Voilà, qui est présidé. Alors, c'est un outil de réflexion, de travail. L'Observatoire d'Occitanie s'est bien agrandi puisqu'il a pris toute la région. Et c'est donc Geneviève Tapie qui est la cheville ouvrière de cette parité, de cette loi qui a tout chamboulé au niveau des élections communales à tous les niveaux pour installer la parité. C'est quand même elle qui a beaucoup travaillé, qui a mené ça. Et d'ailleurs, en ce moment, elle travaille aussi en binôme avec l'Allemagne, où justement on travaille pour voir un petit peu la vie électorale un peu en Allemagne par rapport à la France et tout. Donc il y a un gros travail qui se fait à ce niveau-là. Et aujourd'hui, son cheval de bataille, c'est la parité dans le domaine de la mer, au Parlement de la mer, avec M. Codorniou, où elle voudrait justement qu'on féminise cette profession. Dans le milieu des pêcheurs, il y a du boulot. Dans le milieu des pêcheurs, vous imaginez comme c'est compliqué, c'est difficile, mais la connaissant, on sent qu'on arrivera à avancer un petit peu. Donc on fonctionne comme une association, avec un président, avec une assemblée générale, et avec des séminaires. Donc il y a un avocat qui nous accompagne très souvent. Il vient, qu'il contrôle un petit peu tout ce qui se fait dans toutes les recherches. Et puis Geneviève Tapie, elle est chargée de monter très haut pour aller porter nos revendications. Et aujourd'hui, donc il y a ce travail sur la féminisation des métiers de la mer et aussi sur les violences faites aux femmes. Alors il est vrai que maintenant, beaucoup de gens parlent, les choses sortent. Et il faut qu'on arrive à reconnaître un petit peu tout ce malaise qui existe à ce niveau-là et qu'on crée aussi donc des structures pour remédier aux problèmes. Absolument, faire de la prévention notamment. Exactement. Voilà. Donc la prévention, vous en parliez tout à l'heure, déjà avec les conseils municipaux d'enfants, on voit très bien qu'il y a des tas de petites filles, mais qui sont là, qui sont tenaces, qui veulent porter l'écharpe et qui donnent énormément d'idées. Elles sont même beaucoup plus volontaires, souvent, que nos petits garçons qui sont des fois un peu timides. Parce que souvent, les petites filles elles ont tendance à être un peu plus grandes que les garçons, même si elles ont le même âge. Mais elles ont cette volonté, et on le voit dans beaucoup de conseils municipaux d'enfants, où elles continuent, elles commencent dans les classes élémentaires, et puis on les voit continuer au collège. Et ils font leurs petites actions, leurs revendications, ils viennent rencontrer le maire. Vous avez dû les recevoir, monsieur le maire. On vous demande aussi bien un skatepark, comme on va vous demander de changer les rideaux d'une salle, par exemple. Voilà. Effectivement, il y a un conseil municipal des enfants ici qui a pris part à certains événements avec beaucoup de proactivité. Ils sont très présents, oui. Alors, vous suivez les statistiques liées à l'évolution de la parité, je suppose également. Oui, exactement. D'ailleurs, je crois que vous avez passé un petit topo, mais c'est vrai, on se rend compte que 1949, c'était déjà le droit de vote. Bon, ça, il y a eu quand même, je rappellerai, après la Journée internationale de la femme, elle a été quand même initiée en 1910. Oui. Et puis ensuite, c'est François Mitterrand en 82 qui l'a officialisée. Donc à partir de ce moment-là, c'est cette Journée de la femme. Alors certains le prennent bien, d'autres le prennent un peu moins bien, mais enfin, c'est le fait de rappeler à tout le monde qu'il faut lutter pour la parité, pour l'égalité homme-femme. Et moi, ce que je vois dans l'égalité homme-femme, c'est on est complémentaires. On n'est pas identique complètement, mais on est complémentaires. Et c'est vrai que avec beaucoup d'intelligence, on arrive à beaucoup construire tous ensemble. Alors, dans ce que vous constatez, finalement, est-ce qu'il y a on a vu le secteur de la mer, est-ce qu'il reste d'autres secteurs où il y a un énorme travail à faire, encore de sensibilisation,
pour éviter l'autocensure par les filles notamment. Hein, voilà. Ben, il y a aussi le monde professionnel et le monde politique aussi. Au niveau du Sénat, on est encore loin. Pour avoir mené l'association des maires du Gard, où il y avait quand même 363 communes, il y avait une quarantaine de femmes seulement sur 363. Donc il y a encore un gros travail à faire au niveau des départements aussi. Mais là, ça s'est bien féminisé, les départements, avec la loi de la parité et le fait d'avoir les deux conseillers départementaux en binôme. Ça a énormément aidé et ça a ouvert beaucoup de portes. C'est vrai que le fait d'avoir créé, obligé à avoir des binômes, ça a fait avancer. Hein. Alors c'est vrai qu'ils ont rencontré des difficultés, puisque je les ai beaucoup côtoyés. Quand la femme arrivait, on disait bon, mais c'est la secrétaire du conseiller départemental. Voilà. Souvent, elles se sont plaintes un petit peu de ça parce que c'était ce qui ressortait. Alors, c'est intéressant et dans vos actions de prévention, vous évoquiez les violences, bon, bien sûr la parité, mais les violences aussi. Les violences, il y a encore beaucoup à faire. Alors, les violences, il y a beaucoup à faire. Il est vrai qu'au niveau des préfectures, il y a quand même énormément de formations, de comités et de gens qui participent, comme les pompiers, les gendarmes et tout le monde se met autour d'une table pour y travailler. Et moi, j'ai beaucoup travaillé avec la sous-préfète d'Alès, qui était Madame Gras, c'était elle qui était chargée de porter ce dossier. Et il y a encore énormément à faire. Oui, on sait que le constat est assez alarmant encore. Et c'est au point d'apprendre dans les commissariats à recevoir les gens, à leur parler, à les faire parler. Dernièrement, il y a eu justement un café citoyen à Saint-Laurent-des-Gouzes, et c'était le docteur Coste, qui était un médecin, qui est venu justement exposer en disant « mais ce sont souvent les soignants qui doivent donner l'alerte, parce qu'en fonction de ce qu'ils voient, la femme qui vient toujours avec les mêmes symptômes, mais qui ne parle pas, c'est à lui de déceler un petit peu ce qui se passe et à essayer de la faire parler. » Ce qui est beaucoup plus difficile souvent. Oui, c'était très très intéressant de l'écouter. Alors, Laetitia Leroy, est-ce que les femmes portent plainte aisément? Alors, c'est très compliqué parce qu'en fait, quand elles arrivent à déposer plainte, déjà par rapport au nombre de violences, c'est marginal, le nombre de femmes qui déposent plainte. Quand elles déposent plainte, on a très souvent un retrait de la plainte avant que les poursuites soient engagées. Avec une pression. Alors, il y a soit une pression, soit une emprise. Donc, il peut y avoir effectivement une pression du mari, mais il y a surtout, ce qu'on voit surtout, c'est énormément d'emprise. C'est-à-dire qu'elles tergiversent, et quel que soit l'âge. Elles peuvent être, moi je vois des femmes changer d'avis en fonction du jour, des toutes jeunes à peine majeures, et des femmes avec plus d'expérience, d'une cinquantaine d'années, on s'aperçoit que c'est la même emprise. Donc c'est des femmes qui, en fait, c'est quelque chose qui est très insidieux, qui rentre dans leur tête et qui s'installe doucement au point de les faire douter de tout. Donc ça va commencer par du dénigrement ou alors l'alternance caresse, claque. Ce qu'on peut entendre, c'est l'exemple typique, ça va être le mari qui va dire t'es vraiment une super maman pour les enfants, vraiment j'ai rien à dire, mais alors en tant que femme, on peut pas vraiment dire que j'ai été gâtée. C'est caresse, claque, et en fait le cerveau ne sait pas. C'est déstabilisant. Le cerveau ne sait pas traiter ce genre d'informations-là. Ça fait partie de ces moments où on se dit, je sais pas comment je dois le prendre. Et puis tu sers à rien. T'as vu ce que tu me fais faire. Cette phrase-là, mais t'as vu ce que tu me fais faire, elle est caractéristique. C'est-à-dire, et puis de la part des hommes qui passent en correctionnel, de l'homme violent. J'en ai eu un en comparution immédiate hier. Absolument aucune remise en question. Aucune remise en question. C'est des personnes qui ne sont pas éligibles à l'introspection. C'est toujours la faute de l'autre. Voilà, c'est toujours la faute de l'autre. Alors, ils n'ont pas de difficulté à être défendus par des femmes. Et je vais vous partager même cette anecdote, pareil, que j'ai expliqué tout à l'heure. Hier, à cette comparution immédiate, c'est sa compagne. Donc là, c'est des violences à Palavas. C'est pas la femme qui a appelé la police, c'est un voisin qui, voyant qu'elle se faisait étrangler au sol, appelle la police. Voilà. Elle ne dépose pas plainte. Elle ne va pas aux unités médico-légales pour examiner ses préjudices.
Et elle arrive à l'audience en venant me voir et en me disant « Je suis très inquiète, est-ce qu'il va sortir ?» Je suis très inquiète. On était sur un homme qui était en quadruple récidive de violence conjugale. Pas sur la même femme. Celle-ci a été toute neuve, elle arrivait toute neuve. Vous êtes en train de nous dire que dans un petit coin, c'est comme si c'était légitimable. C'est-à-dire qu'elle ne va pas avoir plus de considération que ça pour elle. Elle va pas, en fait, elle ne va pas trouver ça anormal. Dans sa construction, elle va se dire, elle expliquait même dans son audition, parce qu'elle avait été auditionnée quand même si elle n'avait pas déposé plainte, elle expliquait que tout était de sa faute. Voilà. C'était de sa faute. Donc, c'est extrêmement important de prendre conscience de ça, en fait, et du fait qu'il faut dépasser et préparer les petites filles à dépasser ça, à ne pas se laisser imprégner par ces questions-là. C'est tellement lent, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est très lent, ouais. Ça s'installe tout doucement. Et puis le problème, c'est que le cerveau a beaucoup de mal à se rendre compte, c'est-à-dire que le syndrome des femmes battues, en réalité, c'est une psychologue dans une formation qui m'avait expliqué ça. Je disais, mais comment est-ce qu'on en arrive à des femmes qui décèdent des coups? Comment elles ne voient pas arriver tout ça? Et la psychologue m'expliquait qu'en fait, c'était comme une micro-coupure, mais toujours au même endroit. Donc en fait, une micro-coupure, on ne fait pas attention. On ne va pas se rendre compte qu'on a cette micro-coupure. Et cette micro-coupure, elle va arriver 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour, pendant des années. Et à la fin, on va avoir une plaie béante qui saigne, qui nous tue, mais qu'on n'aura pas vu arriver. C'est-à-dire qu'on a vraiment des femmes qui se réveillent. Alors, on en a quelques-unes qui se réveillent, qui sortent de cette léthargie quand on touche aux enfants. Oui, bien sûr. C'est la limite. Pour beaucoup, c'est la limite. Mais il y en a trop pour qui c'est pas la limite non plus. C'est pas une limite. Voilà. Alors, justement, quel est le poids? On voit là le juridique ou même la question psychologique. Quel est le poids de la parole publique pour aller vers la parité? Hélène Mandrou, je suis sûre que vous avez quelques citations de politiques sur le rôle des femmes. De citations terribles. Citations terribles. Les citations terribles, vous avez rappelé tout à l'heure Olympe de Gouges, c'est vrai que c'est la première femme, dans le fond, qui s'est un petit peu manifestée sous la Révolution française et qui a dit, puisque les femmes ont le droit de monter à l'échafaud, vous connaissez tous cette phrase, puisque les femmes ont le droit de monter à l'échafaud, elles devraient avoir le droit de monter à la tribune. C'est vrai que ça paraît assez évident. Et depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Mais par exemple, moi, ce que je note, mais ça c'est d'actualité, c'est d'aujourd'hui. Mais justement, c'est voir où on en est. C'est d'aujourd'hui, c'est pour vous dire que ce qui me navre, moi, c'est de voir qu'on n'avance pas. Voilà. On n'évolue pas. J'ai l'impression que le néandertalien ou l'homo sapiens, il est bloqué dans le fond du cerveau, là, de temps en temps, il ressort. Alors, rappelez, à l'époque, quand Ségolène Royal a été désignée, c'était en 2007, oui, c'est pas si vieux que ça, désignée candidate à l'élection présidentielle, c'est pas vrai? Eh bien, il y en a un qui s'appelait Laurent Fabius qui a dit, mais qui va garder les enfants? Vous vous rappelez de cette heure? Bon, c'était en 2007. Quand même, c'est pas si vieux. Il y a, j'avance dans le temps, en 2012, Cécile Duflot, elle a été sifflée dans l'hémicycle parce qu'elle avait mis une robe. Enfin, non, mais... Voilà. Vous savez que moi, personnellement, vous pouvez voir que je suis toujours en pantalon, toujours. Parce qu'effectivement, quand on occupe la position que j'ai occupée, on vient et on est souvent en tribune, là pour le coup, puisque tu vas à l'échafaud, tu peux monter en tribune. Et quand tu montes en tribune, c'est certain qu'on est plus à l'aise en pantalon qu'en robe. Enfin bon, c'est un détail. Il y en a un autre, alors là, c'est d'aujourd'hui, ça. Puis alors là, je vous ai pris, je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est vraiment les deux, c'est hyper droite, hyper gauche. Jean-Luc Mélenchon, l'élection présidentielle n'est pas un concours de beauté. Sans commentaire. Zemmour, Éric, oui. La société est mise en danger par sa féminisation. Oh là là, oh là là. Ce qui ressort, vous voyez, donc j'ai pris des phrases, vous voyez, je veux dire, ça couvre tout l'éventail politique, et puisque, vous voyez, c'est parti de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par le centre, enfin, ça va de partout. Rappelez-vous l'histoire des jupettes, rappelez-vous l'épisode des jupettes sous Juppé.
Les pauvres filles, elles ont été ministres, elles sont restées quoi 6 mois, et les jupettes, on les a jetées, on les a mises dehors. Ce qui est incroyable, par exemple, quand François Mitterrand a nommé, c'était la première fois qu'une femme devenait Premier ministre, c'était Edith Cresson, oui. Ils l'ont traité, certains l'ont traité de la Pompadour, oui. Rappelez-vous. Et ça devait être en 91, quelque chose comme ça. Donc ce qui est incroyable, c'est que, vous voyez, je vous ai cité des phrases qui arrivent jusqu'en 2024, ouais. Hein, c'est jusqu'à aujourd'hui. Et donc on se dit que ça va évoluer, que ça va vraiment... Parce que je crois qu'on a tout intérêt, les hommes et les femmes, pour être bien ensemble, à se respecter. Moi, je veux dire, je suis en équilibre, je me sens en équilibre et je pense que l'homme avec qui je pourrais... Là, pour ça, je suis divorcée. Mais enfin, bon, j'ai été mariée 30 ans quand même. Hein. Mais je veux dire, le couple est en équilibre, que ce soit un couple homosexuel ou hétérosexuel, le couple est en équilibre si chacun respecte l'autre. Bien sûr. À partir du moment où il y en a un qui est capable de prononcer des phrases... Moi, je ne sais pas qui est la femme de Jean-Luc Mélenchon ou la femme de Zemmour, j'en sais rien, mais croyez-moi que je divorce le jour même, je m'en vais le jour même. Enfin, ce n'est pas acceptable qu'à notre époque, on puisse prononcer des phrases, des phrases comme celle-là. Enfin, c'est insupportable. Moi, je suis sûre, monsieur le maire, que vous n'avez jamais dit ça. Je suis sûre aussi. Je crois qu'il ne l'a même pas pensé. Alors, je voudrais demander justement à Isabelle Henry si dans l'entreprise et dans le milieu du spectacle, puisque vous créez des spectacles, etc., il y a aussi ce sexisme qui reste, ce manque de parité, voire ce regard un peu condescendant sur le rôle des femmes. Et je vous ferai réagir après sur la notion de promotion canapé. La Pompadour, exactement. Effectivement. Si. Effectivement, le regard condescendant existe toujours. Hein. Alors, on pourrait dire qu'il s'écrit en 1 ou 2 mots parfois, hein, des fois 2. Oui. Et pour autant, alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de regards d'hommes sexistes, etc. Et de paroles aussi. Et il y a un point quand même qui me semble important d'évoquer dans l'égalité homme-femme, c'est la sororité en fait. C'est qu'en fait, oui, alors les hommes doivent être avec les femmes pour faire avancer la cause. Ça, c'est bien évident. Je dis la cause plus que la lutte ou le combat, même si ça peut être apparenté, mais la cause, ça, c'est évident parce qu'on sera toujours plus fort ensemble. Maintenant, les femmes entre elles doivent aussi faire évoluer la cause. Et aujourd'hui, il est parfois même plus facile d'intégrer un groupe d'hommes en tant que femmes que d'intégrer un groupe de femmes. Parce que les femmes entre elles, c'est des pestes parfois, et ce regard sur la robe, comment tu es habillée, comment tu es maquillée, comment si... Et quelque part, si déjà, et c'est pour ça que je parle de sororité, parce que l'entraide entre femmes doit être là, alors pas sectaire, hein, pas tomber dans un sectarisme, et c'est vrai que parfois, ça va aussi empêcher. Et puis, on peut se retrouver notamment dans des associations. Parfois, on va élire un président, un bureau. Et on va se retrouver, par exemple, il y aura un bureau, il y aura 4 femmes et un homme. Et au moment où on va décider de la présidence, naturellement, même les femmes vont se tourner vers l'homme en disant « Allez, toi, vas-y, machin ». Donc, peut-être que ça peut commencer par nous. Et puis, ce regard bienveillant aussi des femmes entre les femmes. Changer ce regard. D'ailleurs, il y a beaucoup de réseaux de femmes qui se créent avec cette sororité dans le soutien mutuel, professionnel, personnel, etc. Il y a pas mal de... Alors, il y a beaucoup de réseaux économiques. Il y a beaucoup de réseaux maintenant, justement, heureusement, qui se créent comme ça. Clara Hart, vous êtes sensible à cette notion de sororité et de soutenir que les femmes se soutiennent? Très sensible. Je pense que ça a pu exister. Je pense qu'il faut faire attention à ça aussi, parce que ça peut vite tomber dans des stéréotypes. Les femmes se crêpent le chignon entre elles. Moi, dans mon entreprise, on a toujours été une majorité de femmes. Tu viens d'expliquer, Daniel, que tu avais une équipe de femmes. Ça se passe extrêmement bien. J'ai jamais eu de soucis. Et au contraire, moi, personnellement, j'aime beaucoup cette idée de sororité, être en équipe et de se pousser, de se propulser, de se tutorer éventuellement avec des jeunes femmes qui émergent, on va dire, et qui ont
peut-être besoin d'un petit coup de pouce aussi. Et c'est quelque chose qui me vient très naturellement, que j'aime beaucoup. Et voilà, je pense qu'on a notre team un peu de femmes autour de nous et ça fait du bien, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Ça n'exclut absolument pas les hommes, on est bien d'accord, mais là, n'est-ce pas? Certainement pas. On a besoin les uns des autres. Et tu l'as dit, Hélène, c'est le respect mutuel. Respect, l'échange. Tout est basé sur le respect et sur l'égalité de traitement. Voilà, on se traite d'égal en égal. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, des écoles pour les petites filles, une sensibilisation pour les petites filles très tôt, comment on y arrive là? Très, très tôt. Et pour les petits garçons aussi, ça c'est extrêmement important. On ne dit plus à un petit garçon, ne pleure pas, tu n'es pas une fille. Etc. Voilà, toute cette et l'équilibre dans les tâches domestiques, voilà, toutes ces choses-là, je prêche à des convaincus, j'en suis sûre, mais c'est extrêmement important de travailler là-dessus et de ne pas se laisser glisser dans tel ou tel stéréotype qui peut arriver assez vite aussi. Donc, attention à ça. Et je rajouterai au niveau de la vie publique quelque chose que nous pratiquons, et je pense, Guy, ici, pareillement, c'est la symbolique aussi des femmes. On a des femmes incroyables dans l'histoire de la France, et au-delà, bien sûr, mais en France, on a des résistantes, on a des femmes ingénieurs, on a des médecins, on a des entrepreneuses. Et ces femmes-là doivent aussi trouver leur place dans la place publique, dans l'espace public. Absolument. Et les noms des rues, et le nom des bibliothèques, et le nom des écoles. Et ça, c'est très important. Et on fait un travail à Montpellier actuellement sur le fait d'aller récolter, d'aller chercher le nom des femmes qui sont des femmes d'exception. Et si je peux me juste permettre une mini-anecdote, hier, on a vécu un grand moment. On a planté un hêtre de Perse, en fait, dans le parc nouvellement nommé Suzanne Babut, aux Beaux-Arts de Montpellier. Donc, très beau parc. Suzanne Babut, juste parmi les nations résistantes, et on était entouré de femmes iraniennes, femmes, vie, liberté. Voilà, un très beau geste. Et c'était très fort, très puissant, très symbolique. Et j'espère que beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons iront voir ça. Ils vont comprendre. Ça va pondérer le fait qu'à l'ONU, c'est une Iranienne, c'est l'Iran qui gère la commission sur les femmes. Donc, il y a dans les Pyrénées-Orientales une démarche, je ne sais pas si elle existe ici aussi. Il y a la journée du patrimoine et donc l'idée c'est d'avoir une journée du matrimoine en mettant en avant les femmes qui ont dans l'histoire justement contribué à bâtir le territoire. Je trouve que c'était une bonne idée et donc on est en train de travailler avec elles là-dessus pour mettre en avant quelques femmes comme ça et les décrire au grand public parce que ce sont des permissions aussi pour les jeunes filles, pour les femmes qui veulent entreprendre. Alors, Daniel Aben, la Société des membres de la Légion d'honneur, bon, on sait qu'il y a beaucoup de solidarité, beaucoup un objet extrêmement sérieux et dédié à l'intérêt général, justement. Alors, on parlait de sororité tout à l'heure. Est-ce que vous, dans votre expérience, vous avez vu les choses évoluer avec plus de femmes qui sont éligibles déjà à la Légion d'honneur ou plus de femmes qui prennent des positions dans la vie publique? Écoutez, en tant que société membre de la Légion d'honneur, nous n'avons pas vraiment de problème d'égalité de sexe. J'ai 3 vice-présidents. Voilà, bon, c'est comme ça. Je suis la présidente, il y a 3 vice-présidents. L'équipe est assez hétérogène. J'irai pas plus loin que ça. On fonctionne bien en termes... Par contre, j'aimerais quand même remettre un peu les choses en perspective, dans un contexte. Dans l'instant. Vous savez que tous les ans, nous récompensons une génération d'apprentis. Ça fait 13 ans que nous faisons ça. Très belle initiative, ça. Et je peux vous dire, les garçons peuvent se faire du souci. Les garçons peuvent se faire du souci.
nous avons de plus en plus de filles dans les métiers d'hommes. Et cette année, nous avons une proportion extraordinaire de filles qui arrivent premières dans des métiers d'hommes. D'accord. Vraiment. Et ça, on le voit, on en a toujours eu. Mais aujourd'hui, on en voit de plus en plus. Et je disais tout à l'heure à mes amis du Zonta, puisqu'on parlait de sororité, je n'ai pas de problème pour leur trouver des filles extraordinaires dans des métiers, pas les métiers de pâtissière, de boulangère, de couturière et tout ça, des métiers d'hommes. Et ce que je peux vous dire avec l'expérience, puisque nous en avons, ça fait 13 ans que nous en connaissons et certaines nous les suivons, ces filles qui ont pris des métiers d'hommes, aujourd'hui elles sont chefs d'équipe d'hommes. Ça existe. Je crois qu'il faut en parler parce qu'on le voit à l'université, on le voit, mais dans les métiers de base, les métiers manuels, les nouveaux métiers d'aujourd'hui, les filles prennent toute leur place et ça, complexe. Vraiment, sans aucun complexe. Et puis, elles vous expliquent leur projet, elles savent où elles vont, elles savent ce qu'elles veulent et elles l'obtiennent. Donc, moi, je suis très optimiste là-dessus. Je crois quand même que, bon, moi, je veux bien la sororité, je veux bien la solidarité, je veux bien tout ça, mais les filles qui veulent arriver, elles arrivent. Ouais. Et ça, elles peuvent avoir des parents qui leur mettent les bâtons dans les roues, le petit copain qui d'abord qui reste pas, parce que s'il lui met un bâton dans les roues, elles vont l'envoyer promener. Il y a des filles, si elles en veulent, et il faut expliquer peut-être à toutes les filles qu'elles peuvent arriver autant et mieux que les garçons. Moi, j'ai vécu toute ma vie, j'avais un mari qui me disait « Je veux que tu aies autant de diplômes que moi, que tu gagnes autant que moi et que tu aies le même niveau que moi. » Voilà, donc vous êtes bien tombée, hein? Je suis peut-être bien tombée, mais je crois qu'il faut bien expliquer ça. J'ai peut-être bien été éduquée aussi. Il faut expliquer ça aux filles. Oui. Et moi, je sais que mes filles, ça a été ça. Et je crois là aussi qu'il faut pas pleurnicher, mais il faut... Si les parents ne savent pas le dire, ben il faut avancer. Et là, moi, je considère que nous avons, en tant que membres de la Société de la Légion d'honneur, nous avons une responsabilité d'expliquer à ces jeunes gens, à ces jeunes filles, vous êtes bonnes, vous avez une valeur, vous allez y arriver. Si c'est trop compliqué pour vous, parce que nous voyons des situations terribles, on va vous aider. Et ouais. C'est vrai que pas souvent, parce que ces jeunes gens qui ont l'habitude de travailler, qui connaissent la valeur travail à 15, 16 ans, qui se lèvent parfois à 4 heures, 5 heures du matin pour aller travailler, c'est compliqué. Et puis se remettre à l'école la semaine d'après, c'est compliqué. C'est à ces jeunes gens ces jeunes filles qu'il faut expliquer. Effectivement, on va vous aider si vous avez besoin, mais vous savez, parfois, il suffit de dire ça à la personne pour dire mais tu es bonne, à la différence de ce que vous racontiez, tu as une valeur. Moi, quand je devais placer, quand j'étais directrice générale et que je devais placer des personnes dont on ne savait que faire, je disais mais chacun a un talent, il suffit de trouver sa bonne place. Chercher. Ouais. Il faut expliquer aux filles comme aux garçons, mais je veux dire, vous avez chacun votre place et c'est pas la peine de dire je suis plus fort parce que je soulève 3 kilos quand toi tu soulèves 500 grammes. C'est pas grave, on invente des machines pour soulever. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que les filles aujourd'hui réussissent beaucoup dans les métiers d'hommes parce que la machine remplace la force physique. Et donc là, quand je dis que les hommes peuvent se faire du souci, nous les voyons, il y en a un qui ça ne fait pas, mais nous les voyons réussir. Voilà. Avec les exosquelettes, attention, hein, on pourra porter toutes les charges. Oui. Alors, dans le domaine des mairies, dans le domaine public, dans le domaine politique, on a vu qu'il y a un peu de retard sur le nombre de maires femmes. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Est-ce que ça avance quand même déjà? J'aimerais qu'on sache un peu où on en est. Oui, alors
Je vais vous donner des chiffres entre 68, 2010 et 2023. Oui. Bon. Alors en 68, il y avait 1,7% de femmes députées et à peu près identiquement en sénatrices, vous voyez, donc moins de 2% en 68. En 2010, pour les députés, on était passé à moins de 20%. Donc moins de 2, moins de 20. Et en 23, on est passé à un peu plus de 30. Pour les sénateurs, pareil, un peu plus de 30. Donc c'est entre 68 et 23, donc on est passé, on progresse, on est passé de moins 2 à un peu plus de 30. Mais enfin, c'est entre 68 et 23 quand même. Attendez. Hein. Donc avant qu'on arrive aux 50, je ne sais pas le temps qu'il va falloir. À mon avis, mais l'Observatoire de la parité va sévir. Et par contre, il n'y a que 20% de femmes mères. Par contre, là, le chiffre est très très bas. Il n'y a que 20% de femmes mères. Et de par le monde, quand on regarde le pourcentage de femmes mères dans le monde, c'est 10%. C'est pas ici, c'est pire. Voilà. 10%. Alors, Hélène, vous avez été le premier maire femme de Montpellier. Eh oui. Alors, et pour l'instant, comment ça a été la première et la seule, hein, je dirais. Pour l'instant, eh oui. Donc, comment ça a été accueilli? Est-ce que le côté femme, vous avez entendu des commentaires sur le fait que vous soyez... effectivement, je suis devenue, donc en 2004, le 60e maire de la ville de Montpellier depuis la Révolution française, c'est-à-dire depuis 1790. Donc, 60e maire, premier maire femme. Donc, avant moi, 59 maires hommes. Et après moi, 2 maires hommes. Voilà. Bon. Donc, sur 62, 61 maires hommes, 1 maire femme. Bon. C'est le hasard de la vie. Sinon, par exemple, je me rappelle qu'au tout début de mon mandat, donc ça devait être donc en 2004, il y a un journaliste, une journaliste, alors ça, qui est allée voir ma coiffeuse, je ne sais pas si vous réalisez, elle est allée voir ma coiffeuse pour lui demander si j'avais des cicatrices dans le cuir chevelu. C'est-à-dire qu'en fait, cette brave jeune dame voulait savoir, donc quand j'ai été maire en 2004, si j'avais fait un lifting. Non, mais je ne sais pas si vous réalisez. Quand ma coiffeuse m'a raconté ça, j'ai fait quoi? Ben non, je n'avais pas fait faire de lifting en 2004, je n'avais pas fait faire de lifting. Mais vous vous rendez compte, une journaliste qui va voir ma coiffeuse pour lui demander si j'avais des cicatrices dans le cuir chevelu. En plus, une femme. Je veux dire, c'était une femme journaliste. Je veux dire, c'est ahurissant. Vous êtes d'accord avec moi? Je veux dire, ça paraît... Oui, mais est-ce qu'elle serait... Est-ce qu'elle serait allée voir ton coiffeur pour... Bon, elle l'aurait pas fait, tu le sais très bien. Je suis sûre que non, moi aussi. Hein. Tu sais très bien que non. Alors, Hélène... Tu sais très bien qu'elle ne serait pas allée voir ton coiffeur pour demander si... Tu sais très bien que c'est pas vrai. Oui. Alors, ça a été aussi, vous avez fait un pas avec le premier mariage entre deux hommes. C'est pareil. Est-ce que dans ce cas-là... Là, à l'époque, j'ai surtout d'abord, la première chose, j'ai eu des menaces de mort. J'ai reçu des menaces de mort et monsieur le préfet, c'était le préfet Hydrac à l'époque, qui avait pris ces menaces très au sérieux, puisqu'il m'avait octroyé 2 gardes du corps. Et je me suis baladée avec 2 gardes du corps pendant presque un mois. Je reconnais que moi qui suis plutôt du style à être libre de aux entournures, c'est plutôt un peu gênant de penser. Et ce qui est... le préfet avait pris ça très au sérieux. Imaginez une boîte de chaussures. Eh bien, imaginez cette boîte de chaussures pleine de lettres de menaces de mort. Imaginez. Est-ce que vous imaginez le volume que ça représente? Parce que moi, quand on m'a dit ça, que pourquoi je ne comprenais pas, parce que mon cabinet ne me les avait pas montré, les lettres. Et pour me faire comprendre que c'était sérieux, parce que je ne savais même pas. Et ils m'en ont montré une, effectivement. Est-ce que le fait d'être femme, à votre avis, a déchaîné un peu plus les gens? Je pense que peut-être. Voilà. Peut-être qu'ils se sont dit, c'est une femme, menace de mort, elle va reculer, elle va faire marche arrière. Ouais. Peut-être que dans leur imagination, c'était peut-être ça. En tout cas, ça ils ne me connaissaient pas, parce que ce n'est pas les menaces de mort qui m'ont fait reculer. Bien sûr. Alors, Clara Hart, vous êtes dans une équipe où il y a hommes et femmes, et vous travaillez sur l'équipe de la ville et de la métropole.
comment se prépare justement le fait d'arriver à des parités naturelles chez les jeunes? Oui, personne n'a envie de quota, parce que la parité est un quota en quelque sorte. On n'a pas envie de ça. Oui. Mais ça fait ses preuves, et bien plus encore. Et on se demande aujourd'hui, si on n'avait pas eu la parité, on serait où? Et je pense qu'on a la réponse. On serait loin. Faire un sondage, on serait très loin du compte. Et on a parlé aussi, et Hélène l'a dit, le problématique du plafond de verre qu'on peut se poser soi-même. Donc, on se limite, c'est les pensées limitantes, comme on dit, mais qu'on peut aussi nous poser. Et si on a aussi peu de mères aujourd'hui, c'est peut-être la bonne preuve que le plafond de verre existe et bel et bien là. Et là, maintenant, je dirais, c'est la prochaine étape. Il faut savoir franchir le plafond de verre qui fait que on reste peut-être adjoint aux affaires sociales, etc. Voilà, on parlait des métiers genrés, on peut parler aussi des rôles genrés au niveau de la métropole, au niveau de la ville. Nous essayons de dépasser ça, bien évidemment, mais voilà, il y a toujours ce phénomène un peu de est-ce qu'on mettrait une femme aux finances, par exemple? Danielle a été précurseuse sur le cas. Ici, il y a, tu l'avais fait, voilà, donc on est bien entouré ici, mais je pense qu'il y a des municipalités où malheureusement, on est loin de là. C'est inaccessible. Très inaccessible. Ici, peut-être, Perla, tu me permets, pensons aussi, moi je navigue beaucoup à l'international en ce moment, et je dois dire aussi qu'on se retrouve avec des municipalités, allez, en Afrique du Nord, par exemple, avec des femmes extraordinaires. Oui. Est-ce que vous imaginez là où il n'y a pas la parité? Ça n'existe pas. On commence à avoir des petites bribes de tentatives de 30%, 35%, pas plus. On a des femmes incroyables. Maire de Marrakech, maire de Rabat, maire de Tunis. À l'époque, maire de Nouakchott en Mauritanie. C'est une femme incroyable, phénoménale. Donc, on a quand même quelques femmes qui sortent du lot, qui prennent leur courage à deux bras, parce que c'est difficile là-bas, et qui foncent et qui franchissent le plafond de verre. Donc, moi, je m'en inspire énormément, et je pense qu'on a des femmes inspirantes ailleurs. Et ça fait partie un peu de notre approche à l'international que nous partageons à la métropole, que de mettre aussi sur le devant de la scène ces femmes-là pour nous inspirer, nous, ici aussi. Et c'est montrer des modèles. Montrer des modèles de possibles. Comme on dit. Alors, je voudrais que chacune de nos intervenantes, avant de passer la parole à la salle, nous dise un mot sur le rôle de l'éducation, justement, pour préparer la suite et l'avenir. Donc, je vais aller dans l'ordre. Laetitia Leroy. On pourrait faire comme avancée dans l'éducation. Quel est voilà, un petit levier d'éducation qui permettrait de... Alors, moi, j'ai 2 enfants en bas âge, une fille et un garçon. J'ai une fille de 10 ans et j'ai un petit garçon de 6 ans. Je dirais que je miserais pas. Je pense que je miserais pas sur ma fille parce que j'aurais tendance à penser qu'elle s'identifie. Rien qu'en s'identifiant à moi qui suis complètement indépendante et qui en ai d'ailleurs fait ma forme d'exercice de métier, je pense qu'elle n'aurait pas de difficulté par rapport à ça. Elle a un modèle. Elle a un modèle. Je serais plus favorable, ce que je fais déjà, à expliquer à mon fils qu'il peut jouer à la poupée. Pendant un moment, il y avait une campagne de publicité où on voyait les petits garçons avec des poussettes. On disait non, il joue pas à la fille, il apprend à être papa. Donc, je suis plus là-dessus. J'insiste plus sur mon fils, sur l'égalité. Voilà, en disant à mon fils qu'il peut être un garçon et aimer le rose. Il peut être un garçon et il peut pleurer. Il peut être un garçon et aider. Il peut être un garçon et demander de l'aide. Il peut faire tout ça en étant tout simplement un garçon. Alors, ils ont de la chance. Daniel Aben sur l'éducation ou le rôle sociétal. Comment on peut, comme ça, faire émerger
cette volonté d'égalité, de parité? Moi, je crois qu'il faut absolument soutenir aussi bien les garçons que les filles. Quand on sent qu'ils sont hésitants et qu'ils manquent un peu de confiance, il faut leur donner un soutien. Un soutien, oui. Moi, je le sens, je le vois, je le vis. Moi, ça me fait très plaisir quand des jeunes autour de moi, et les premiers, peut-être, ça a été mes petites filles, qui me disent « tu es mon modèle ». Oh, que c'est mignon. Et donc, je crois ça. Et en voyant tous ces jeunes qui m'appellent, qui restent en contact, qui disent « on veut continuer avec vous, ça nous a plu d'être dans votre équipe », je crois que c'est important de les soutenir, de les parrainer, de les marrainer, disons ce que vous voulez, mais de leur dire oui, vous avez des modèles, n'hésitez pas, foncez. Je crois que c'est ça. Donner important. Confiance aux jeunes, leur dire qu'ils ont un talent. Moi, je leur dis toujours, mais ne vous tracassez pas, vous allez réussir. Chaque être humain a un talent. Donc, faites ce que vous avez envie de faire, mais là aussi, ne vous cachez pas. J'ai bien aimé ce que vous avez raconté. Je leur dis toujours, moi je leur dis différemment, j'ai dit, je veux voir ce que vous avez là. Ce que vous avez dans vos tripes, Okay. Exprimez-vous, osez, exprimez-vous. Merci Daniel. Claire, pour des enfants qui n'auraient pas de modèle structurant comme ça, cette aide, elle est importante, donner confiance et proposer des modèles ailleurs. Des modèles, mettre toutes ces femmes de l'histoire de la France devant les yeux de nos enfants. Et si tu me permets un petit pas de côté sur cette question, nous avons vu l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Je pense que c'est primordial, et ça a été porté par des femmes, mais aussi par des hommes, pour protéger les droits des femmes. Les vents sont contraires en ce moment. Nous le savons, la situation européenne est très difficile. On a des élections qui arrivent et nous espérons que même au niveau de l'Europe, nous allons pouvoir faire la même chose. Et je dirais, je m'éloigne un tout petit peu de l'éducation, mais je pense que c'est important aussi pour femmes et hommes, la jeunesse, notre belle jeunesse, d'être conscients que les choses peuvent évoluer et que l'histoire nous a montré que dès qu'il y a des problèmes, la guerre grande, pas très loin de nous, nous savons que ce sont les droits des femmes qui reculent en premier. Donc ça, moi, je pense que c'est très important qu'on ne lâche pas là-dessus. On a fait une grande avancée ici en France. J'espère qu'on va le faire aussi en Europe. Il faut jamais, jamais baisser la garde. C'est pas si loin parce que disposer de son corps, c'est aussi ne pas être inféodé. Donc, Hélène Mandroux, pour vous, pour l'éducation? Le problème, c'est que nous ne sommes pas tous égaux au départ. Voilà. Exactement. Je veux dire, là, c'est bien, nous sommes ici dans cette magnifique salle, monsieur le maire, et nous sommes, j'allais dire, nous sommes tous égaux, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire, nous sommes tous égaux, nous aurons tous le même discours en disant oui, nanana, nanana. Bon, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que la difficulté vient du fait que des enfants, quand ils naissent dans des familles X, Z ou Y, toutes différentes. Elles sont différentes socialement, elles sont différentes de par leur religion, si elles en ont une ou si elles n'en ont pas. Elles sont différentes parce que selon le pays où elles habitent, donc l'enfant, quand il arrive dans une famille, n'est pas à égalité avec un autre enfant dans une autre famille. Donc je pense qu'il n'y a pas une recette. Il n'y a pas qu'une seule recette. C'est pas le seul problème qu'on puisse se dire, c'est faire comprendre très tôt que le discours qu'on doit tenir dans la famille où on arrive, c'est justement arriver à faire comprendre qu'on doit avancer parallèlement les uns et les autres. Il n'y en a pas un qui doit avancer plus vite que l'autre. On doit avancer ensemble. Vous voyez, on doit s'accrocher les uns aux autres et on avance ensemble. Avec ce couvert de laïcité qui doit donner une liberté à chacun. Ça, la laïcité, c'est effectivement une valeur très importante, mais seulement elle n'est pas partout. Donc, je veux dire, c'est pour ça, l'enfant qui naît, selon où tu nais, tu as la chance de naître dans une telle famille ou tu as la malchance de naître dans une autre. Bien sûr. Donc, à partir du moment où l'handicap du départ est tellement
énorme, il y a de telles différences entre les uns et les autres. Donc le seul discours que je pourrais dire, ben, il y a un handicap, et ben, on s'accroche. On se serre les coudes. Et on essaie d'avancer en même temps, d'avancer ensemble. Parce qu'il n'y a pas une recette. Apporter à cet enfant-là précisément ce qui lui manque, ce qui peut lui donner du talent, ce qui peut lui donner la force d'y aller. D'oser. Je veux dire, c'est toujours facile de regarder. On regarde toujours au-dessus, mais il faut aussi regarder en dessous. Bien sûr. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Tout à fait. Pilar Chalessin, pour vous, alors? Oui, alors pour moi, pour peut-être la déformation professionnelle ou le fait que j'ai été mère et très proche justement de mes administrés, parce qu'en 30 ans, je les ai vus grandir et je les revois encore maintenant et on se rappelle de beaucoup de bons moments. C'est surtout développer des structures pour les enfants qui sont un peu en échec scolaire. Et souvent, ils sont en échec scolaire parce qu'on ne les a pas compris. Ouais. Il suffit de les changer et de changer le système d'enseignement pour que ces enfants arrivent à éclore complètement. On voit la maison familiale rurale qui est sur Galargues-le-Montueux a des résultats extraordinaires, avec des jeunes qui, jusqu'en 3e, ils étaient toujours au fond de la classe, ils n'avaient pas de résultats. Et là, le fait de changer d'établissement, d'être dans une autre structure, changer de regard avec des écoutes autres, j'ai vu des jeunes filles vraiment réussir. Ils font beaucoup dans le service à la personne, mais elles se sont épanouies d'une façon incroyable. Il y en a qui ont repris des études d'infirmière. Il y en a même une qui a passé son diplôme d'état d'infirmière et aujourd'hui, avec justement toutes les réformes, elle entame justement pour être médecin. Elle va continuer. Et pourtant, elle est passée par un autre enseignement qu'il a récupéré et a retrouvé toutes ses valeurs. Très bel exemple, effectivement, que chacun peut. Isabelle Henry? Alors, en fait, pour clôturer, finalement, je dirais, dans l'éducation, l'engagement. Et l'engagement, il est à portée de tous. J'interviens pour 100 000 entrepreneurs, donc qui est un réseau d'entrepreneurs qui va dans les écoles, les collèges, notamment dans les quartiers difficiles. Je fais partie de la commission éducation-formation du MEDEF aussi. On est beaucoup engagés, notamment il y a l'année un an à l'école. Et en fait, je crois qu'aussi, on peut tous, à un moment donné, aller dans les écoles, dans les établissements, à la rencontre de ces jeunes hommes, de ces jeunes femmes, sans discernement. Et puis décloisonner, en fait, décloisonner les mondes, aller échanger et puis leur dire que c'est possible, encourager et leur dire de s'autoriser. Et je crois que l'engagement, il est à la portée de tous. Il y a beaucoup de structures qui existent aujourd'hui et qui peuvent nous permettre, en un temps minime, d'aller à la rencontre de ces jeunes gens et de faire l'union de ce qu'on pourrait appeler de ces deux mondes. Et je pense aussi à Facero, qui agit aussi beaucoup. Qui fait beaucoup dans ce domaine et c'est extrêmement important, montrer à chacun qu'il y a un potentiel. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle avant de conclure? Monsieur Aben, vous êtes obligé de faire des compliments à votre épouse. Hein. Débrouillez-vous. Non, alors je vais vous dire, il n'y a pas très longtemps, j'ai vécu une cérémonie où le président de l'université a dit Madame Aben n'a pas besoin de mari ni d'enfant pour exister. Et je pense qu'il avait... Il a raison. Elle n'avait pas besoin de moi ni de ses enfants pour exister. Non, je voulais intervenir. D'abord, une sorte d'anecdote. Quand pendant une vingtaine d'années, j'ai fait cours en première année de droit, le cours d'économie. Et dans ce cours d'économie, il y avait évidemment l'étude du marché du travail. Et je montrais, donc je projetais des images de pyramide des âges. Et pyramide des âges avec taux d'activité. Évidemment, les taux d'activité des hommes étaient de l'ordre de 70-80%, là où les taux d'activité des femmes étaient plus près de 30%. Et j'arrêtais mon cours et je disais, donc vous voyez un amphi de 400-500 personnes, je disais, mesdemoiselles qui me regardaient là, ne devenez jamais dépendante d'un mec, je cite, dépendante d'un mec, parce qu'à 50 ans, il vous quittera pour sa secrétaire. Et ça, je le disais parce que j'avais cette expérience, parce que mes condisciples, dans la deuxième moitié des années 60, mes condisciples, elles étaient dans le même amphi, en disant « Ah, un tel, il deviendra magistrat, il deviendra avocat, je l'épouserai bien. » C'était ça l'objet des études. Ces filles étaient fabriquées, si je peux dire,
perspective. Bon, alors ça, voilà, je crois qu'effectivement, il faut notre responsabilité d'enseignant, elle est là aussi. Je voudrais parler d'autre chose, de mon expérience, alors d'une toute autre expérience de militaire. J'ai connu le temps, tu parlais tout à l'heure des quotas. J'ai connu le temps des quotas. J'étais membre d'un jury de recrutement de militaires et pour certains, enfin, nous avions des quotas. Alors, les marraines ne recrutaient pas de filles. Les autres avaient, je crois que c'était 20%, maximum 20%. Et j'ai vécu ce moment extraordinaire où il y avait la liste principale et puis la liste complémentaire. Et une fille se retrouve première alors il s'agissait de recruter des commissaires des diverses armées. Une fille se retrouve première sur la liste complémentaire. Quelqu'un abandonne, démissionne pour aller vers un autre métier. Et donc, elle croit qu'elle va arriver. Et on lui dit non, parce que le poste qui a été libéré est un poste de garçon. Ah. Donc non. Heureusement, elle a fait un recours, s'est montée jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, et elle a gagné. Et là, je trouve remarquable que le ministre de la Défense, à l'époque ça s'appelait comme ça, le ministre de la Défense a dit « Bon, j'en ai marre de ça, vous me faites sauter tous ces quotas. » Et donc j'ai retrouvé cette jeune fille, qu'entre-temps on avait reclassée, elle était lieutenant quand je l'ai retrouvée, à la fois parce qu'elle avait eu le courage, et ses parents bien sûr, de faire un recours qui est monté très haut, et deuxièmement, il y a eu un ministre intelligent pour s'emparer de cet incident en quelque sorte, et faire sauter ce qui était, je veux dire, une honte pour les armées françaises. Voilà. Donc un très bel exemple, effectivement, d'évolution. Écoutez, je voudrais vous remercier. Je voudrais remercier, donc juste un petit point sur par rapport à la parité. Monsieur le maire, avant la clôture. Hein. Non, moi, je voudrais faire intervenir, faire un constat, du moins ce que je pense, par rapport à tout ce qu'on a parlé sur le côté électif, voilà, sur la parité. Je pense que autant dans un conseil municipal, autant ce qui a été fait au niveau des conseils départementaux, ce qui a été fait au niveau des conseils régionaux, qui est la parité, c'est une excellente chose. Pourquoi ? Parce que tout le monde ne peut pas être candidat, et c'est un moment où, qu'on soit homme ou femme, on va apprendre au contact des autres, au contact de personnes qui ont plus de compétences dans certains domaines que d'autres, et on va pouvoir ainsi se forger une personnalité autre que celle qu'on a, bien évidemment, je parle politique là, et peut-être avoir d'autres idées. Mais après, quand on veut se présenter comme maire, comme député, comme sénateur, je trouve que ce serait une erreur. Pourquoi ? Ou président de la République, ou présidente de la République, ou sénatrice, pardon. Pourquoi ce serait une erreur ? Parce que c'est un moment privilégié, c'est un moment où l'on va à la rencontre des gens. C'est un moment où on va leur proposer quelque chose. C'est un moment où on va proposer un projet. Et ça, c'est propre aux hommes et aux femmes qui sont dans cette salle. Et pourquoi je dis ça aussi ? Parce qu'à mon sens, il y a une autre dérive. Et donc, il y aurait ce risque-là de mettre un homme ou une femme, parce qu'il faut mettre un homme ou une femme. Alors, bien évidemment, heureusement que dans les partis politiques, maintenant, il y a des obligations de le faire. Ils ne le font pas et ils sont pénalisés. Mais enfin, à un moment, c'est une rencontre. Donc ça, à mon avis, ça ne peut pas se faire autrement. Et on le vit indirectement avec l'Assemblée nationale, quand même. Parce qu'à un moment, il fallait laver plus blanc que blanc. Et on a dit, il y en a marre d'avoir plusieurs mandats. Alors, autant on a connu des dérives avec 7, 8, 9, 10 mandats que ça ne servait à rien parce qu'on ne pouvait pas les assumer. Mais maintenant, si tu es maire, tu ne peux pas te présenter pour mettre député ou sénatrice. Et je trouve que c'est une erreur. Voilà, à la limite qu'on les limitait à 2, c'est une chose. Parce qu'à un moment, il manque, alors on ne va pas en faire une généralité, mais dans certains cas que l'on voit, à un moment, il manque ce rapport à l'expérience, ce rapport aux gens, ce rapport au terrain. Et on voit des dérives, moi j'appelle ça des dérives, que l'on voit actuellement à l'Assemblée nationale. Donc je veux dire, là-dessus, soyons très prudents qu'il n'y en ait pas un jour qui ait l'idée de dire, comme c'est une faute, on va dire un, de dire, eh bien là, il faut qu'il y ait ça, ça, ça et ça. Il y a des choses qui se gagnent, et je veux dire.
Merci, c'est extrêmement important en effet. Ça montre bien l'importance de conjuguer le militantisme, le terrain, le pragmatisme, l'action du législateur et l'action de l'éducation pour avancer de concert. C'est très important. Un chiffre sur les abstentions, puisqu'on arrive aux périodes d'élection. Sur l'élection présidentielle 2017, 27% d'hommes se sont abstenus et 24% de femmes se sont abstenues. Donc, je rappelle à tout le monde que quand on s'abstient, on vote pour quelqu'un qu'on ne choisit pas. Merci, je voudrais vous remercier. Merci Guy Lauré, maire de Van d'Arc, pour votre confiance et pour avoir organisé ce débat pour avoir des citoyens éclairés. Merci à Hélène Mandrou, médecin et maire honoraire de Montpellier, Daniel Aben, présidente de la Société des membres de la Légion d'honneur de l'Hérault. Merci à Clara Hart, vice-présidente de la métropole en charge du rayonnement et de l'attractivité et des relations internationales de ce fait. Geneviève Tapi, qui est la présidente et fondatrice de l'Observatoire de la parité en Occitanie, est honorablement représentée par Pilar Chalessin ici, merci à vous. Laetitia Leroy, avocate de Van d'Arc au barreau de Montpellier, et Isabelle Henry, dirigeante d'un centre de formation et entrepreneur dans le milieu masculin du spectacle. Merci à tout le monde et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci à vous, mesdames, d'avoir accepté notre invitation. Voilà, je crois que c'était important parce que quand on a monté cette manifestation, si vous regardez l'invitation, on avait mis 80 ans du droit de vote des femmes et après. Ben après, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu un point de départ, ça a progressé, mais ça a progressé non pas parce que vous nous deviez quelque chose, mais parce que petit à petit, ça a pu avancer et surtout, vous le devez à vous, à vos personnalités, à votre travail, à votre endurance, à votre abnégation, à toutes ces qualités. Et tout à l'heure, on a dit, c'est sûr qu'au départ, quand même, il y a un boulet qui est au pied. Et ce boulet, il se lève avec toutes les qualités que je viens d'énumérer. Mais je crois que le point de départ, c'est la famille. C'est-à-dire que si déjà dans la famille, on vous dit, ben, toi tu es là, toi tu restes là et toi tu restes là, ça ne peut pas le faire. Si on te dit, toi tu es né pour faire ça, c'est surtout pour lui, hein, il faut le dire comme ça. Hein. Pour lui, ça peut marcher, mais c'est rarissime. C'est-à-dire une personne qui arrive à s'émanciper, mais c'est très, très, très rare. Voilà. Donc après, on a cette exposition que vous devriez regarder parce qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'historiques. Donc je vais remercier bien sûr le président du conseil départemental pour l'avoir mis à notre disposition. Il n'y a pas Claudine n'est pas là, mais je la salue. Et puis il y a plusieurs phrases. Hein. Et il y en a une que l'on entend de plus en plus, enfin, ou souvent, c'est osons le féminisme. Mais le féminisme, enfin, moi, les quelques messieurs qui sont là, je ne sais pas ce qu'ils en pensent, mais le féminisme, c'est ce que vous faites toutes, c'est-à-dire en vous investissant dans quelques domaines que ce soit, et je salue la présence de mes élus. Et le féminisme, c'est tout, sauf de dire on est les meilleurs, sauf de dire pour exister, il faut que l'on marche sur le vieux mâle blanc de 50 ans, ou alors il faut arrêter de faire simi-oula. Non, non, ça c'est tout sauf le féminisme. Et puis il y a l'histoire, donc l'histoire, Perla, tu l'as dit, avec ceux qui nous ont devancés, avec les points de départ en France, puisque je crois qu'avant la Seconde Guerre mondiale, il y a même des dames qui avaient été élues, mais ça avait été cassé. Donc ça pouvait pas marcher. Et je crois que l'histoire est belle parce que le moment où on est rentré vraiment dans le vif du sujet, c'est 42, et 42 avec des résistantes qui vont voir le général de Gaulle et qui commencent à y parler de ça. Et je crois que c'est très fort parce que la guerre, bon, c'est pas beau, la guerre, on meurt, mais quand on est femme, et on l'a vu récemment, des fois la guerre, c'est même pire que ça. Donc que ce soit des femmes qui soient allées le voir, c'est une bonne chose. Et cette ordonnance, elle a été prise en 1944, et quand il était à Alger, et quand c'était un petit peu le début du gouvernement provisoire de la République française. Donc je crois que l'image, là aussi, elle est très très forte. Voilà un petit peu les quelques mots que je voulais partager avec vous. Voilà. Et merci encore une fois pour votre présence, que ce soit de ce côté-là ou de celui-ci. Merci.